Ça change, yeah, hey, faut que ça change, yeah, hey. Mais je vais commencer par vous présenter un peu mon milieu de travail. Les sites d'injection, ça existe depuis 2017 à Montréal. Le service est principalement dédié aux personnes qui consomment des drogues par injection, mais je vois aussi dans mon travail des gens qui consomment par inhalation, puis on offre aussi des soins aux travailleurs du sexe. Dans les SIS, on retrouve des intervenants, des parents aidants, des infirmières, donc j'ai beaucoup de collègues, et ça s'inscrit à 100% dans une approche de réduction des méfaits. On se rappelle que la réduction des méfaits, bien, ça vise à réduire les conséquences liées à la consommation et à la prise de risque. On veut que les personnes qui aient un milieu sécuritaire où consommer, la salle d'injection, c'est un endroit où les gens ont accès à du matériel propre, à du counseling, puis on peut intervenir rapidement en cas de surdose. Ça réduit la transmission de l'hépatite C, du VIH, ça réduit aussi les chances de complications liées à l'injection. Bref, ça sauve littéralement des vies. En même temps, on offre de l'aide et des soins de santé, puis on accompagne aussi les personnes utilisatrices de drogue dans leur cheminement de consommation. Un élément important à prendre en compte quand on regarde les SIS à Montréal, c'est qu'ils ont été créés par un partenariat entre le réseau public et les organismes communautaires. Les services se donnent dans les locaux des organismes. Ça fait vraiment une différence parce qu'on voit dans la façon dont sont offerts les services une approche qui est différente. Quand on accueille quelqu'un en SIS, on l'accueille dans sa globalité. On ne s'attend pas juste à sa consommation, mais à son bien-être général. Par exemple, par là, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il a mangé ce jour-là? Est-ce qu'il y a un endroit où dormir? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour lui? Est-ce qu'il y a un besoin qu'on ne peut pas lui offrir dans nos services? Mais à ce moment-là, on va prendre le temps de le référer au bon endroit. Et quand on compare avec ce qu'on fait en général dans le réseau de la santé, on voit un contraste important avec ce qu'on fait dans notre milieu de travail. Le réseau, aujourd'hui, est beaucoup plus formel dans son approche. C'est à cause, entre autres, des réformes du réseau de la santé, en particulier la dernière, celle de Gaétan Barrette, qui ont fait en sorte que les soins sont gérés pas mal aujourd'hui comme une business. La méthode Lean a rempli ses objectifs de déshumaniser les soins. Les pouvoirs ont été centralisés. Puis ce qu'ils veulent, c'est en fait uniformiser le travail des infirmières en calculant à la seconde près combien de temps on passe à faire un pansement, combien de temps on passe à installer un drain, une voie veineuse. On oublie complètement qu'au bout du compte, on ne travaille pas avec des machines, on travaille avec des personnes. Je ne pense pas me tromper non plus si je dis que la plupart des gens se sentent comme un numéro dans le système. On n'a pas vraiment notre place, puis même si on démissionne, notre employeur semble s'en foutre carrément. Bien, ça a des conséquences, évidemment, sur notre qualité du travail qu'on fait. On regarde, moi je remarque qu'on regarde surtout les problèmes de santé en surface. On n'a pas le temps non plus de s'attarder aux déterminants sociaux. On voit des gens à la chaîne, puis dès qu'un besoin est réglé, bien, on passe au prochain, on passe à la prochaine personne. Puis dans ce contexte-là, c'est vraiment déshumanisant, autant pour l'usager que pour les soignants. En comparaison, quand on regarde ou quand on demande aux usagers qu'est-ce qu'ils pensent des services d'injection supervisés, bien, ils voient beaucoup plus qu'un lieu de consommation ou un lieu de soins. C'est pour la simple et bonne raison que c'est plus que ça. Les SIS, c'est un milieu où ils peuvent venir se confier ouvertement, sans jugement. C'est un milieu où on s'attarde à leur santé globale. Puis ça fait en sorte qu'il y a un sentiment d'attachement important qui se développe, puis ça fait toute une différence. Recréer des milieux de soins adaptés aux personnes qu'on soigne, qui favorisent la création de liens de confiance, est selon moi un des objectifs les plus importants pour notre réseau de la santé. Puis pour continuer un peu avec les utilisateurs des services des SIS, bien, les personnes utilisatrices de drogue, les travailleurs du sexe, les personnes en situation d'itinérance sont toutes des personnes qui ont besoin et qui méritent des soins de santé au même titre que le reste de la population. Ça semble banal à dire, mais souvent, il y a des obstacles à l'obtention de soins de santé. Puis nous, en SIS, notre offre de soins, bien, ça implique des soins de plaie, des dépistages, les TSS, de la contraception, des évaluations physiques, des évaluations de santé mentale et des références vers des traitements, entre autres des traitements de dépendance. Quand on ne peut pas répondre à une demande en particulier, bien, on prend le temps de référer la personne à la bonne place. Puis, toutefois, par contre, j'ai remarqué que c'était extrêmement difficile pour nos usagers d'intégrer les services réguliers du réseau de la santé, entre autres à cause de leur situation sociale et leur mode de vie, qui est vraiment souvent incompris. On ne peut pas se le cacher, la pauvreté, ça a eu des impacts majeurs sur la santé. Les conséquences sont énormes. Je vois régulièrement de la malnutrition, de la fatigue accumulée à cause du manque de sommeil, du stress important en lien avec le mode de vie.
La criminalisation de la consommation fait aussi en sorte que beaucoup de consommateurs s'isolent parce qu'ils ont honte, hein, se sentent coupables, ils hésitent à aller chercher de l'aide par peur du jugement. Fait, comment est-ce qu'on peut agir sur les déterminants sociaux de ces personnes? Hein, on n'a pas vraiment le choix dans notre travail de prendre conscience des facteurs qui jouent sur la santé de nos usagers, sur la santé de nos patients. Hein, leurs conditions de vie influencent clairement la consommation. J'ai entendu, je ne sais pas combien de fois, des usagers me dire que c'est parce qu'ils sont dans la rue qu'ils consomment, que ça les aide à dealer avec leur stress quotidien, que ça leur fait oublier leur misère. Ça a été un facteur qui m'a amené à militer plus sérieusement pour changer la société, en particulier à travers mon implication avec la riposte socialiste, parce que j'ai réalisé qu'au bout du compte, la réelle cause des difficultés et des problèmes de santé des usagers puis des gens en situation précaire, c'est le système capitaliste. On vit dans un système qui s'intéresse seulement au profit, hein, qui engendre lui-même de la pauvreté et qui maintient nos usagers dans cette pauvreté-là. Et cette compréhension, bien, ça se reflète aussi dans ma pratique infirmière. La façon dont j'approche les problèmes de santé des usagers est influencée par cette prise de conscience-là, parce qu'en comprenant le contexte actuel dans lequel vit la personne que je soigne, bien, ça permet aussi mieux de comprendre ses choix, comprendre ses réactions face au stress, puis ça permet de mieux adapter mes soins. Puis à partir de cette prise de conscience-là, bien, s'ajoute quelque chose de profond, qui est la possibilité de pouvoir s'imaginer qu'est-ce qui serait possible de faire si on n'avait pas ces barrières-là, ces limites que nous impose le système. C'est d'ailleurs le but, je pense, de l'événement d'aujourd'hui, de discuter de qu'est-ce qu'on pourrait faire comme système de la santé si c'était nous qui avions le pouvoir. Hein, j'ai en tête un exemple simple de cette remise en question du système, mais que je trouve vraiment très explicite. Puis voici l'exemple. Donc, je vois quelqu'un qui a des plaies aux pieds. Je nettoie, je fais un pansement, mais je vois que l'usager, il y a des souliers qui s'est fait donner, qui sont vraiment trop petits pour lui. L'usager me dit qu'il marche des kilomètres à tous les jours dans ses souliers parce qu'il n'y a pas d'argent pour le transport en commun, pour aller chercher sa méthadone à la pharmacie, pour aller quêter pour avoir un peu d'argent pour manger ou pour consommer, et doit marcher aussi à tous les jours pour aller se trouver un refuge, dormir. Au bout du compte, je réalise que c'est évident que mon pansement, ce n'est pas ça qui va changer quelque chose dans sa santé, que ça ne va pas régler ses plaies. Ce qu'il faut à notre usager, c'est du transport en commun gratuit pour qu'il puisse se déplacer. C'est un toit où il peut se reposer puis laisser reposer ses pieds aussi. Et ce serait nécessairement beaucoup mieux pour lui s'il n'avait pas besoin de se déplacer à tous les jours entre les refuges, les pharmacies, les centres de jour, les services de consommation supervisés. Bref, on voit dans un exemple aussi banal que ça, que quand on prend le temps d'analyser les vrais besoins des personnes qu'on soigne, bien, on se rend inévitablement compte qu'on est limité par le système, qu'on a besoin de mettre les personnes, en fait, au centre de nos décisions collectives, tandis qu'en ce moment, ce qui prime, c'est l'économie. Puis c'est pourquoi je milite pour une transformation de la société, pour une révolution socialiste. Puis aujourd'hui, avec l'accroissement des inégalités sociales, comme on le voit, bien, ça devient de plus en plus urgent de faire cette transformation-là. Cet été, on a vu plein de personnes qui se sont retrouvées à la rue parce qu'elles ont perdu leur logement. Montréal a vu apparaître d'énormes campements de fortune. Celui le plus connu est celui sur Notre-Dame. Et c'est malheureusement un phénomène qui n'est pas prêt de disparaître. De plus en plus de gens vont être dans une situation précaire. Et en tant qu'infirmière, on peut même, je dirais qu'on doit prendre activement part à la lutte contre les inégalités sociales. Ce dont fait part, entre autres, toute le communautaire. C'est le but ici de la présentation. Je vais en parler un peu plus parce que d'un autre côté, en même temps que la crise de la COVID, on a une crise importante qui est la crise des surdoses au Canada. À tous les jours, il y a des nouveaux décès. En 2019, c'est presque 4000 personnes qui sont mortes par surdose. La crise frappait avant surtout Vancouver, la Colombie-Britannique, mais jusqu'à tout récemment. Mais maintenant, Montréal est désormais durement touché aussi par les surdoses. Comparativement à l'année dernière, au mois d'octobre, il y a eu 10 fois plus d'interventions d'urgence en SIS que l'année passée. Donc, ce n'est pas un hasard qu'on entend parler de plus en plus de la décriminalisation des drogues. Plein de gens se sont mis en faveur d'ailleurs de la décriminalisation des drogues. C'est l'obstacle, en fait, principal aujourd'hui contre une approche de santé globale en dépendance. Parce que oui, la dépendance, la toxicomanie, c'est avant tout un problème de santé, un problème psychosocial. La guerre aux drogues, la répression policière, ça fait juste augmenter la criminalité et la violence dans les communautés. Puis la décriminalisation, bien, c'est un pas en avant, mais ce n'est pas la solution finale. Hein, ça doit être combiné à des services de thérapie, des soins de santé mentale, un réinvestissement dans les services sociaux. Le système de santé et des services sociaux
fait face à d'importantes coupures dans les 30 dernières années et les gouvernements d'austérité se sont enchaînés les uns après les autres depuis Bourassa. Et donc, les conséquences se font gravement ressentir aujourd'hui. C'est partout sur la planète la même chose. Ce n'est pas un phénomène non plus qui est isolé ici au Québec. Ceci, c'est parce qu'entre autres, c'est les banques, c'est les patrons qui ont le pouvoir et qui prennent les décisions concernant nos soins de santé. C'était d'ailleurs vraiment intéressant d'entendre la semaine passée ce que le collectif Interurgence a fait en France, pour ceux qui n'ont pas vu ça, qui n'étaient pas là. Ben, on peut s'inspirer au même titre ici, au même titre que le mouvement Bas les masques au printemps, qui s'est inspiré, lui, des luttes en Europe. Puis en disant ça, ben, on voit directement que nos luttes dépassent les frontières. Hein. C'est une lutte qui est internationale. Puis au bout du compte, on se bat tous pour la même chose, c'est-à-dire des bonnes conditions de travail, des salaires décents, des soins gratuits de qualité, bref, un système de santé qui ne rend pas malade ses soignants. Alors, je vous pose la question. Si c'était nous qui avons le pouvoir, hein, on pourrait facilement régler tous les problèmes qu'on voit dans le réseau. En tant qu'infirmière, en tant que travailleuse de la santé, on connaît les solutions, il y en a plein. D'ailleurs, c'est une des choses qui m'a marqué quand j'ai commencé à travailler en partenariat avec le communautaire, la question du pouvoir. Les organismes communautaires fonctionnent avec des budgets qui sont souvent très restreints, trop restreints, et il n'y a pas toujours des bonnes conditions de travail. C'est une chose qui est problématique, mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que dans le communautaire, il y a une transparence, puis il y a une espèce de liberté dans la prise de décision, une certaine démocratie quant au fonctionnement des services, qui est vraiment intéressant. Les intervenants, les usagers ont des représentants sur les conseils d'administration. Il y a des rencontres à toutes les semaines avec les travailleurs, les travailleuses communautaires pour qu'ils discutent des problèmes liés à leur travail, des cas particuliers. Puis l'équipe infirmière à SCS a pris un peu exemple là-dessus. On se réunit au moins une fois par mois pour discuter des fonctionnements, des services et des soins. Et franchement, ça fait vraiment du bien d'avoir cet espace-là. Puis c'est ce qu'on remarque, hein, la démocratie est vraiment absente en général de notre réseau de la santé. Puis tous les pouvoirs sont dans les mains des gestionnaires. Puis quand ce sont les travailleurs qui décident, on peut voir vraiment des belles choses se réaliser. Ça me fait penser aux valeurs infirmières qu'on nous a enseignées dans nos cours de soins. On parlait de caring, d'empathie, de respect des valeurs. Ce que moi, j'aimerais ajouter, si je pouvais, c'est la défense de toutes les personnes opprimées et de devoir lutter aussi pour une meilleure société pour tous. Puis par ça, je fais entre autres référence à ce qui s'est passé avec Joyce et Echaquan à l'hôpital de Joliette, qui était inacceptable. Donc, une lutte contre le racisme systémique, une lutte contre le capitalisme, c'est complètement en accord avec nos valeurs infirmières. Et qu'est-ce que je veux dire par lutter en général? Je suis profondément convaincu que les infirmières, unies avec les autres travailleuses, dont le communautaire, ont le pouvoir de transformer la société pour une meilleure société. D'ailleurs, c'est grâce aux luttes syndicales combatives et les fronts communs des années 60 et 70 qu'on a aujourd'hui un système de santé publique et de l'assurance maladie. Ce n'est pas tombé du ciel, il a fallu se battre pour ça, il y a des gens qui se sont battus pour ça. Entre autres, en 1966, je veux dire, il y a une grève importante qui a touché 140 hôpitaux, puis qui a mené à des gains pour toutes les travailleuses de la santé, puis ça a même mené à la nationalisation un peu plus tard des hôpitaux. Avant ça, c'était tous des instituts privés. Dans le même ordre d'idée, il a fallu qu'il y ait des femmes qui se battent pour obtenir l'équité salariale, chose qui n'est même pas encore réglée aujourd'hui. Les infirmières ont définitivement une riche histoire de lutte au Québec et dans le monde. On a la possibilité aujourd'hui de raviver cette combativité-là du passé. J'ai écrit d'ailleurs quelques articles là-dessus, comme on en a parlé déjà, puis les liens vont être partagés. Mais je défends personnellement qu'on a besoin d'une grève générale où ce que les infirmières seraient en alliance avec les autres travailleurs pour changer radicalement les choses au Québec. On doit mettre fin au TSO, on doit mettre fin aux coupures et à la privatisation. Ça ne peut pas être fait sans une lutte sérieuse contre la CAQ. Je dis ça parce que les inégalités sociales, la pauvreté, l'oppression des femmes, ce sont toutes des conséquences du système économique dans lequel on vit. Les négociations actuelles pour nos conventions collectives, c'est vraiment une opportunité en or là, pour revendiquer un réinvestissement massif dans le système de la santé. On est 550 000 travailleuses en négociation. Ça en fait du monde. On a besoin d'un virage à 180 degrés sur la façon dont sont prises les décisions dans le système de la santé. Les infirmières doivent avoir leur mot à dire sur l'organisation de leur milieu de travail,
que ce soit en SIS, en CHSLD ou sur une autre unité de soins. Il faut une démocratisation des soins infirmiers, une décentralisation des prises de décision, contrairement à ce qu'on a en ce moment. Le pouvoir ne doit pas être seulement dans les mains des gestionnaires. Collectivement, en fait, on peut faire de grandes choses. On peut surtout transformer le système de la santé pour répondre aux vrais besoins des personnes en réinvestissant dans la santé publique, dans la prévention et la promotion de la santé, en réinvestissant dans le communautaire. Les infirmières ont tout intérêt à ce que les organismes communautaires puissent offrir des services de qualité. L'exemple des SIS montre que l'alliance entre le public et le communautaire peut créer des services adaptés qui répondent aux besoins des personnes. Et d'ailleurs, les travailleuses en santé doivent s'allier aux travailleuses communautaires dans leurs revendications. Le communautaire avait été complètement oublié par le gouvernement au printemps. Il n'y avait pas de prime pour la COVID, il n'y avait même pas de masque. Hein, c'est vraiment fou. Ça a pris des dons, entre autres l'AQI qui a donné du matériel de protection pour avoir quelque chose pour se défendre contre la COVID. Et c'est parce que le communautaire, au bout du compte, a une voix qui est relativement faible dans la politique. On ne peut pas vraiment nier ça. Mais en ralliant le public avec le communautaire, on devient plus fort ensemble pour lutter contre le gouvernement. Puis, je terminerai en disant que les infirmières, en ce moment, sont au front dans la pandémie avec un réseau de la santé qui s'écroule. Puis si on veut résoudre la crise dans notre système de la santé, il faut que ce soit nous qui ayons le contrôle sur notre travail. Puis ça, c'est indissociable de la lutte pour une société plus juste, plus égalitaire et finalement plus humaine. Puis ensemble, on peut transformer la société. C'est ce que je souhaite. Yeah, hey, faut que ça change.